Au terme d'une année difficile, quel destin pour le journalisme en 2024? Que va-t-il se passer pour le métier en cette année? À quoi doivent s'attendre les journalistes? Des bouleversements, des transformations, des changements, des mutations, il y en aura, mais lesquels? Nous sommes autour de cette table virtuelle avec deux experts pour en parler, pour penser le journalisme et réfléchir autour de son futur et de son avenir. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum de reportage sur les crises mondiales du Centre international pour les journalistes, CFJ, qui est basé ici à Washington, aux États-Unis. En 2023, 24 774 journalistes ont participé à nos programmes. Nous avons développé 67 programmes dans 79 pays pour les journalistes. Cette année encore, nous travaillons au renforcement des capacités, des expertises et aussi des compétences des journalistes du monde entier afin de promouvoir un journalisme de qualité. Je me réjouis donc, et c'est un privilège pour moi, de recevoir pour notre tout premier webinaire de l'année, Monsieur Eric Nahon, qui est l'ancien directeur adjoint d'IPJ Dauphine. C'est l'Institut pratique de journalisme. C'est une école de journalisme qui est basée en France. Il est aussi l'ex-président de l'European Journalism Training Association. Eric est actuellement journaliste indépendant et consultant pour des médias et ONG. Merci à Monsieur Eric d'avoir accepté notre invitation pour participer à cet événement. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré. Notre second panéliste est Xavier Eutrop. Il est journaliste à la Revue des médias et c'est un magazine de référence qui analyse les mutations dans les médias et les enjeux qui les traversent. Il est lui-même diplômé du Master Pro bilingue anglais, intelligence et innovation culturelle et aussi détenteur d'une double licence économie allemande de l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Bonjour, Monsieur Trop, et merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire. Avec grand plaisir, Elom, avec grand plaisir. Vous avez très bien fait votre travail, vous avez restitué l'entièreté de mon parcours universitaire, Je suis c'est allé beau. sur votre profil LinkedIn. Tout seul. Super. Alors, comme nous avons l'habitude de le faire, nous organisons les webinaires depuis 2020 et nous organisons les webinaires de façon hebdomadaire. Donc, depuis le début de l'année 2020, chaque semaine, nous avons organisé des formations, des ateliers pratiques et virtuels pour les journalistes. Et pour ces genres de webinaires, la pratique, c'est 30 minutes de discussion et les 15 minutes sont consacrées aux questions éventuelles des participants. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les soumettre dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. Ma première question, Monsieur Xavier, permettez que je la pose à Eric, puisqu'il me disait que concernant les menaces qu'il place au-dessus des journalistes, il n'est pas très optimiste. Et j'ai envie de savoir pourquoi vous n'êtes pas très optimiste. Vaste programme, effectivement. Je ne voudrais pas tout de suite plomber l'ambiance, mais j'y vois beaucoup de raisons. La première étant la confiance entre les journalistes et leur public s'étiole. On fait de moins en moins confiance à la parole des journalistes. On s'informe de moins en moins avec des journalismes, hein. Il y a une baisse tendancielle du lectorat, des médias achetés, en tout cas des médias généralistes, et tout ça dans un contexte de surinformation, d'infobésité, comme on aime à le dire, ce qui fait que tout se mélange, tout se vaut. Ajouter à ça un bon gros zeste de désinformation un petit peu partout, visant aussi à augmenter le bruit médiatique de partout, ce qui fait que le journaliste devient une voix parmi tant d'autres. Les faits deviennent des opinions ou sont confondus avec des opinions. C'est ce qu'on appelle la post-vérité. Bref, je vais m'arrêter là pour le moment, mais on a aussi l'IA, l'intelligence artificielle, dont on dit qu'elle remplacerait les journalistes, ce qui, à mon sens, sera totalement faux, mais qui, dans l'esprit du public, accrédite le fait que le journaliste et peut-être une profession du passé, alors que, évidemment, je fais prêcher pour ma paroisse, je pense qu'on a plus que jamais besoin de journalistes formés, aguerris, curieux et compétents. Mais oui, je ne suis pas très optimiste car les journalistes deviennent des cibles un petit peu partout. Monsieur Xavier, j'ai envie de vous poser la même question. C'est vrai que
Or, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais une rédaction. L'intelligence artificielle ne peut pas aller sur le terrain et aller questionner sur le terrain. On ne peut pas aussi parler de l'avenir du journalisme sans faire un zoom sur l'intelligence artificielle. Mais moi, ma question, c'est aussi de savoir, est-ce que vous êtes aussi plutôt optimiste ou pessimiste quant à l'avenir de notre métier en 2024? Si vous devez tâter le pouls du journalisme, quel diagnostic faites-vous? Moi, je suis extrêmement pessimiste. Je suis même, alors, même, enfin, et en même temps, je suis assez fataliste. En réalité, les journalistes aujourd'hui ont tout contre eux. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois le fait que on leur rend le travail plus difficile, des tours de loi, de réglementation, de pression et ainsi de suite. Mais il y a aussi en termes, comment dire, technologiques, le fait qu'aujourd'hui, la plupart des endroits où l'information est diffusée, en fait, n'est pas tellement faite pour favoriser les contenus de qualité. La viralité et la qualité peuvent se rejoindre parfois, mais c'est sur une aire très, très mince, à mon sens. Et de mon point de vue, les algorithmes aujourd'hui ne vont pas dans ce sens-là. Et dans cette suite-là, il y a aussi tout le fait que l'industrie de l'information, je pense qu'on peut parler comme cette manière-là, même si c'est peut-être un peu abusé, aujourd'hui, les modèles sont totalement, comment dire, ne vont pas dans le sens des journalistes non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les journalistes ne peuvent pas gagner, de mon point de vue. Alors peut-être que je suis un peu négatif, un peu trop pessimiste, mais lorsque l'on voit aux États-Unis les licenciements de masse dans les rédactions, lorsque l'on voit aujourd'hui la difficulté en France notamment de trouver un emploi quand on est journaliste, un CDI, un emploi payé en salaire, qui sont des questions importantes en termes de protection sociale et de protection aussi en termes de pouvoir travailler librement. Et c'est sans parler de la confiance qu'évoquait Eric. Bah, moi, je suis très pessimiste. Je suis très pessimiste parce qu'aujourd'hui, honnêtement, lorsque je vais en collège ou en lycée, où des gens qui ont en général entre 12 et 17 ans parler de mon métier et que les gens me demandent est-ce que vous nous conseilleriez de devenir journaliste, bah, moi, je suis embêté. Parce que d'un côté, j'aime beaucoup mon métier, c'est un métier formidable. Et en même temps, pour être au chômage, pour être détesté des gens, alors je suis très, là, je surjoue peut-être le côté négatif, mais je ne suis pas optimiste du tout. Ouais. En décembre 2023, il y a eu autant de suppressions de postes. Alors, le quart de Radio-Canada qui a supprimé 800 postes, qui représentent environ 10% de son effectif. Je vais sortir du cadre du pessimisme. On va revenir certainement et poser une question à Eric, celle de savoir de quel type de journalisme aura-t-on besoin en 2024. On a vu la naissance, c'était pas... au début du journalisme, on ne parlait pas de journalisme citoyen. Aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle le journalisme citoyen. On parle beaucoup plus aussi de journalisme communautaire, de journalisme engagé, journalisme local, journalisme de solution, le journalisme d'investigation qui revient aussi en force, le journalisme scientifique aussi. On en parle beaucoup plus. C'est vrai que la pratique a commencé avec la naissance de la presse, mais en 2024, de quel type de journalisme aura-t-on vraiment besoin? Monsieur. Vaste question. Bon, tout d'abord, il y a aussi des raisons d'espérer. On a rarement, bon, moi j'ai co-dirigé l'Institut pratique du journalisme de Dauphine pendant 15 ans. Ces dernières années, je n'ai jamais autant vu de candidats et de candidates pour intégrer les écoles de journalisme, formation reconnue, pas reconnue, et c'était également le cas dans toute l'Europe. Donc ça interroge aussi beaucoup. Il y a des modèles des modèles économiques qui sont en train de mourir, les modèles de PQR, les modèles de gros médias comme, qui ont grossi comme Radio-Canada et qui là sont en décroissance. La presse quotidienne régionale en France va très très mal. Et en même temps, on a beaucoup de gens qui veulent devenir journalistes sans vraiment savoir ce qu'est ce métier et la vraie charge et les vrais besoins
sont évidemment à rechercher du côté d'une plus grande technicité du journaliste. Une technicité dans l'éthique. Alors, c'est très rébarbatif, l'éthique professionnelle, l'éthique du journaliste. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de connaissances philosophiques, beaucoup d'interrogations, beaucoup de pensées contre soi-même, ce qui va pas mal à l'encontre des journalistes dits militants ou en tout cas engagés. On a besoin aussi beaucoup plus de compétences scientifiques. Donc, la crise du Covid nous l'a montré, mais tout ce qui est enjeu de clonage, enjeu donc de sciences dures, on a des besoins. On a besoin aussi de compétences scientifiques, informatiques, à commencer par la compréhension de l'IA. Je m'arrêterai là parce que je pourrais en parler pendant des heures. On a besoin de journalistes qui résistent aux pressions et qui résistent au journalisme de cours, de courtisans, que ce soit dans la culture ou dans la politique. On a besoin de journalistes à la fois spécialisés et en même temps adaptables, parce que le métier tel que je l'ai pratiqué dans les années 90 ou au début des années 2000 et le journalisme des années 2020, 2024 et prochain va, à mon sens, radicalement changer. Pas forcément pour le pire, à condition de garder le socle d'éthique, de compétences, et il restera que ça, parce qu'après, le reste, ça va se traduire en adaptabilité et en spécialisation. Simplement, je pense qu'en tant que journaliste, il va falloir changer de spécialisation très régulièrement, ou en tout cas un effort de se mettre à jour constamment. Le temps où on écrivait un article, moi je me souviens très bien, un de mes premiers boulots, un de mes chefs m'expliquait que quand on ne connaissait rien à un sujet, donc le journaliste s'informe. Quand il est informé au maximum, il écrit son article et après sa connaissance descend. Sauf que aujourd'hui, l'article en soi, il n'est jamais fini. Il n'est jamais fini parce qu'on vous en parle sur les réseaux sociaux, parce qu'on reçoit il y a une espèce de conversation permanente qui s'instaure. Et donc, le journaliste se retrouve finalement à devoir gérer ses prochains articles, mais également les articles passés ou les sujets passés, les enquêtes passées. Donc, on a un vrai besoin d'adaptabilité permanent, à mon sens, en plus d'une grande spécialisation technique de plus en plus forte, parce que l'information de masse est finalement consommée par tout le monde, elle est omniprésente. Et l'information différenciante sera une information spécialisée, de qualité, enfin en tout cas je l'espère. Monsieur Xavier, j'ai envie de vous poser aussi la même question. Vous écrivez beaucoup sur les mutations en cours dans le métier, sur les profondes mutations dans le journalisme. De quel type de journaliste aura-t-on besoin en 2024? Des journalistes qui donnent du sens aux événements, des journalistes qui contextualisent, des journalistes qui sont engagés, des journalistes qui expliquent la démarche, comment est-ce qu'ils vont récolter l'information, puisqu'on parle aussi d'éducation aux médias. De quel type de journaliste aura-t-on besoin euh, en 2024, monsieur? Alors, c'est une question qui est très complexe parce que tout dépend de quelle manière on se place. Est-ce qu'on parle du type de journaliste que l'on attend pour avoir des médias qui, comment dire, optimisent leurs revenus, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir des journalistes qui sont des véritables couteaux à Suisse, capables de s'adapter à toutes les situations. Et dans un sens, je suis très d'accord avec Eric, c'est-à-dire que je pense qu'il est nécessaire d'avoir des journalistes qui se forment tout au long de leur vie, qui soient capables de comprendre les enjeux qui leur sont posés. Et je suis entièrement d'accord sur le fait que, par exemple, il est important que les journalistes comprennent vraiment les sujets et continuent de s'informer sur les sujets qu'ils abordent, notamment, par exemple, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est une thématique qui est très complexe, on en reparlera tout à l'heure, et à mon sens, beaucoup des atermoiements, ou en tout cas de l'excitation autour de ce sujet, pourraient baisser si on on expliquait plus concrètement ce que c'était et c'était mieux compris. En réalité, je pense qu'aujourd'hui, on a plus que jamais besoin de journalistes qui sont capables de très bien contextualiser. En fait, le métier de journaliste, dans l'absolu, il reste le même.
on aura toujours besoin de journalistes qui sont capables de très bien contextualiser, de très bien vulgariser. Moi, j'ai tendance à penser que l'objectivité absolue n'existe pas, mais des gens qui sont capables de mettre de côté leurs croyances leurs opinions pour donner à voir le maximum de points de vue. Alors effectivement, il ne s'agit pas de donner un point de vue au bourreau et un point de vue égal à la victime, mais moi je pense qu'il faut essayer de donner par exemple le contradictoire. J'ai l'impression que beaucoup de jeunes journalistes aujourd'hui oublient le contradictoire, c'est-à-dire donner la parole à la personne entre guillemets qu'on incrimine, en tout cas sur laquelle on enquête. Donc je pense qu'il faut des gens qui soient capables, des journalistes qui soient capables de prendre du recul sur eux-mêmes, par rapport à la situation et par rapport à eux-mêmes. Et aussi par rapport à tout ce qui concerne la désinformation, la communication. En fait, aujourd'hui, en tant que journaliste, on doit faire face à plein de signaux contradictoires, de bruits blancs, et même parfois de bruits beaucoup moins agréables et beaucoup perturbateurs, qui nous empêchent de faire notre travail correctement. Il faut se frayer un chemin dans une forêt inhospitalière en n'étant pas forcément très bien armé. Bon, donc il faut avoir il faut avoir de vraies connaissances en humanité, c'est-à-dire qu'il faut lire de la philosophie, il faut être capable de réfléchir contre soi-même. Ça me semble hyper important. Euh, voilà, mais sinon en fait cette question je pense qu'elle aura toujours à peu près la même réponse. Il faut des journalistes qui soient capables de bien faire leur travail. Et des journalistes capables de faire bien leur travail, c'est des journalistes sur qui il n'y a pas la pression du chômage qui pèse en permanence. Et j'entends Eric rigoler, mais c'est aussi ça. Des gens qui sont sereins, en fait, et capables d'avoir du temps de travailler. Je vois que Eric a envie d'ajouter quelque chose. Oui, je ne peux qu'être d'accord avec ce que vous dites, Xavier, mais il y a aussi une petite dimension nouvelle, sans doute l'époque, mais qui est un journaliste qui soit aussi capable d'expliquer comment il travaille. D'expliquer sa boîte noire, donc de protéger ses sources, mais d'expliquer comment il les trouve, d'expliquer d'où il sort ses affirmations, parce que on a besoin de faits contre les opinions, ou en tout cas pour éclairer les opinions ou les faire basculer. Mais il faut, en tout cas, je pense que ça c'est une des nouveautés pas de 2024, mais de ces dernières années. C'est pour contrer cette méfiance, au-delà des cours à donner dans les écoles, etc., il y a aussi une explication de comment on travaille et de d'où viennent ces affirmations péremptoires que l'on peut écrire. Je suis entièrement d'accord avec vous, Eric. Moi, je suis assez ébahi et étonné et même parfois franchement scandalisé par le manque de transparence de certaines consoeurs et certains confrères qui refusent de parler de leur travail, qui refusent d'expliquer leur méthode, qui refusent en estimant que soit c'est pas... Il n'y a rien de plus difficile à interviewer qu'un journaliste. Ça, je vous le dis d'expérience. Avoir un journaliste qui vous explique comment il travaille sans lui demander ses sources, sans lui demander où il a trouvé telle ou telle information, mais lui demander pourquoi vous dites ça, comment vous en êtes arrivé là, avec quels outils, par quelle logique. Parfois, c'est extrêmement compliqué. Et dans un contexte tel que le nôtre, en fait, ça me semble être catastrophique. Et je pense qu'il faut que les journalistes soient plus transparents et plus ouverts sur leur méthode et leur raisonnement. Est-ce qu'en cela, les rédactions n'ont pas l'obligation de les aider? Est-ce que la décision doit venir du journaliste? Je me rappelle, en 2017, j'ai reçu une commande d'article de la part du média canadien des Discuss, mais ils ont passé l'article en deux commandes. La première commande, c'est de faire l'investigation, et le deuxième papier qui est aussi facturé, c'est d'expliquer comment j'ai collecté l'information, comment j'ai travaillé. Et là, le journaliste il est obligé parce qu'il reçoit aussi cette commande-là comme étant un article à part entière. Est-ce que les rédactions, et ça m'amène à poser cette question, la question de savoir, est-ce que les rédactions ne devraient pas aussi, en cette année, investir dans la formation des journalistes? On demande assez aux journalistes de se faire former, mais monsieur Eric, vous le savez, la formation, elle a un coût. Mais est-ce que les médias ne devraient pas aussi aller dans ce sens, encourager la formation des journalistes?
Moi, j'ai l'impression que les médias le font, en tout cas en France, il y a des budgets consacrés à la formation, des budgets presque obligatoires. On a aussi on a l'impression qu'une fois qu'on est sorti d'école de journalisme ou pas, parce que le journalisme n'est heureusement pas une profession réglementée, donc on va dire une fois qu'on est journaliste, on a l'impression qu'on se forme par soi-même parce que notre métier, c'est de faire parler les gens, d'apprendre, de lire des livres, de rencontrer des gens, enfin en tout cas de se former. Donc on a l'impression d'être formé et on ne prend pas de recul. Et moi, j'observe aussi beaucoup que les journalistes, et moi-même, quand j'étais journaliste à plein temps, j'avais l'impression, quand on m'envoyait en formation, je rigolais. J'avais, mais c'est pas, je connais bien mon métier, c'est ce que je me disais, donc c'est pas la peine, je vais rien apprendre. Euh, donc évidemment, et j'en ai vu beaucoup des journalistes comme ça quand j'ai formé des élèves, mais je forme des journalistes en exercice. Et on a souvent ce côté, je n'ai pas envie de me former. Donc je pense qu'il y a un renversement de valeurs. Et il faut évidemment, enfin, c'est une obligation pour les employeurs de former leurs salariés tout au long de la vie. C'est une évidence de s'adapter et d'anticiper les évolutions, mais il faut aussi que le journalisme cesse d'être une profession, de se voir comme une profession si exceptionnelle et si particulière. Et pendant longtemps, j'ai cru que le journalisme n'était pas un métier comme les autres. Et plus j'avance dans ce métier, plus je discute avec des gens qui ne sont pas journalistes et je me rends compte que c'est beaucoup plus intéressant ailleurs quand on est débarrassé de ce côté, c'est un métier comme les autres. Et quand on arrivera à se dire aussi que c'est un métier comme les autres, on cessera de voir les RH comme des ennemis ou des incompétents parce qu'ils ou elles ne sont pas journalistes. On cessera avec leur process stupide, mais de se demander pourquoi et pourquoi c'est pareil que mon ami Bernard qui travaille qui est comptable et qui a des formations en comptabilité, parce qu'on se dit c'est normal, les normes évoluent. Nos normes à nous évoluent, pas simplement les réseaux sociaux, et ça nous éviterait peut-être de pratiquer ou d'écrire ou de faire les mêmes sujets que dans les années 80, par exemple. Ça nous permettrait aussi d'être plus en prise avec le public et d'attirer peut-être un peu plus les lecteurs, et pas juste en faisant des reels sur les réseaux sociaux. Donc oui, se former, bien sûr. Je reviens à cette phrase que vous aviez aussi dite, Monsieur Eric. Vous dites que parfois les journalistes ne sont pas au courant des vraies tâches et des vrais besoins de ce que c'est que le journalisme. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Euh, En fait, les personnes qui candidatent au concours ou qui rentrent dans les écoles, en tout cas de ce que je connais, ne savent pas ce qu'est effectivement le métier de journaliste. On rentre dans ce métier la fleur au fusil avec un stylo plume, l'envie d'en découdre, l'envie d'écrire le monde, de raconter le monde avec un micro, de filmer des choses et d'être sur le terrain. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, le terrain, le terrain, le terrain. Euh, et moi, je réplique en général que un des moments les plus passionnants de ma carrière, je l'ai vécu dans une tour à Montparnasse, alors que des avions s'écrasaient à des milliers de kilomètres de là, à New York, que j'ai couvert ceci en temps réel, en vérifiant les sources à distance, et que si j'avais été à New York, je n'aurais sans doute jamais rien pu faire. Euh, que le métier de journaliste, c'est raconter le monde et pas juste raconter ce dont j'ai envie. Moi, j'ai commencé ma carrière en étant journaliste musique, qui est une forme de journalisme de cours, parfois, pour être bien avec les maisons de disques, pour être bien avec les artistes. Et que parmi les interviews les plus ratées de ma vie, ça a été des artistes que j'adorais. Des interviews assez passionnantes a été avec des artistes que j'exécrais et que je trouvais inintéressants au possible. Il faut savoir aussi que son métier, bon, on va pas faire que des choses que l'on aime. On va se retrouver tard le soir, tôt le matin, pour dire bonjour et réveiller les gens à 7 heures, à 7 heures du matin. Il faut être réveillé depuis 2 ou 3 heures du matin. Il faut se coucher tard le soir. C'est très exigeant. Et puis surtout, il y a beaucoup de choses qui a priori, ne vous intéressent pas ou sur des sujets qui ne vous intéressent pas.
Et c'est ça aussi que l'on méconnaît dans le journalisme. C'est beaucoup plus fastidieux, beaucoup plus monacal que ce qu'on peut imaginer, hein. On se retrouve des fois à gratter des articles qui vous paraissent inintéressants quand vous les écrivez, mais parce que la personne qui va vous lire, hein, je prends l'exemple de la presse écrite, mais c'est pareil dans tous les métiers. Oh, encore un reportage sur la rentrée scolaire. Et donc, je vais avec ma caméra interroger des enfants qui pleurent et qui se lèvent tôt et qui n'ont pas l'habitude. Simplement, quand c'est le jour de la rentrée scolaire, les gens sont intéressés par ce qui se passe, soit parce que ils sont concernés par ça, soit parce qu'ils ne le sont plus et qu'ils veulent voir comment ça se passe. Donc, on est au service des gens, au service des lectrices, des lecteurs, des auditrices, des auditeurs, des internautes, enfin de ce qu'on appelle communément aujourd'hui l'audience, et pas uniquement de faire et d'écrire et de filmer ce qui nous plaît. Et c'est ça le vrai enjeu aussi de ce qu'il faut expliquer aux gens qui veulent devenir journalistes aujourd'hui. Je suis assez d'accord, je me Xavier. permets d'intervenir, Oui, bien sûr. je suis assez d'accord. De mon point de vue, je pense qu'il y a chez les jeunes générations encore une espèce d'image un peu romantique du journalisme, un peu en mode Tintin qui va faire ses aventures et qui va sur le terrain et fait des reportages. Euh, la désillusion arrive assez vite, je pense, quand on est confronté au marché du travail, et même si Mm. aujourd'hui les écoles les préparent au mieux à être employables, il y a, je pense, toujours une certaine désillusion. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur le sujet en plus. Totalement. Non, mais totalement. Euh, Xavier, je me rappelle à vous avoir posé, vous avoir envoyé cette question de savoir, selon vous, quels sont les sujets ou les contenus qui seront privilégiés en cette année. C'est vrai, on le sait, c'est une année record d'élections. Plus de la moitié de la population mondiale se rendra aux urnes pour voter cette année, pour exprimer leur voix. Mais à part le sujet d'élection, est-ce qu'il y a des sujets ou des contenus que vous estimez peut-être qui vont être abordés? C'est vrai que les journalistes évoluent au rythme de l'actualité, au rythme de la société, et on ne vit pas sur la planète Mars, on sommes sur Terre, et nous racontons ce qui se passe sur la planète Terre. Mais est-ce qu'il y a déjà comme ça des tendances, des sujets qui vont beaucoup plus être abordés? Alors, effectivement, moi je pense que le fait que la moitié de la population mondiale vote cette année, d'une manière ou d'une autre, est un sujet qui est très complexe en soi et qui est fascinant et hyper important. Et en plus, c'est des élections qui sont cruciales parce qu'il y a l'Inde qui va voter, il y a les États-Unis qui vont Oui, voter, l'Europe va voter, des grands ensembles, des grands pays qui ont chacun des pouvoirs de régulation, ou en tout cas des pouvoirs régionaux, politiques importants ou internationaux. Donc, c'est pas rien. Ça, c'est un vrai enjeu, surtout quand on parle de l'élection américaine avec Donald Trump qui, selon toute vraisemblance, enfin, on est encore un peu loin de la nomination, mais voilà, qui commence à vraiment faire caroquer en tête. Donc ça, c'est vraiment un enjeu, notamment parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Et donc tout ça, c'est les élections, effectivement, pour moi, ça va être notamment avec la désinformation, l'intelligence artificielle, toutes les plateformes qui commencent à se rendre compte qu'il y a des problèmes vis-à-vis de tout ça, ou pas d'ailleurs. Ça aussi, c'est un gros sujet, les plateformes qui ne se rendent pas compte des problèmes qui vont arriver très prochainement. Bon, pour moi, la guerre en Ukraine va rester une problématique de fond, mais comme le conflit israélo-palestinien, enfin, après, je pense aussi que là, avec ce qui se passe en Europe autour de l'agriculture, ça, c'est typiquement le genre de sujet sur lesquels les journalistes doivent faire attention, parce que je vois un peu dans ce qui se passe autour, notamment en France, avec tous les blocages d'agriculteurs qui se répandent un peu partout en France, je retrouve un petit peu ce qu'on avait vu avec les Gilets jaunes. Alors, toutes choses égales par ailleurs, hein, mais je vois une espèce d'excitation autour du sujet, un point de vue un petit peu euh, romantique, encore une fois, un petit peu sympa avec les personnes qui se manifestent, et je pense qu'on risque d'avoir quelque chose de beaucoup plus dur rapidement, et il faut qu'on se prépare. Là, peut-être que je fais mon cas de centre, hein, c'est tout à fait possible. Mais ça me paraît quand même compliqué de ne pas se défaire des élections, surtout dans un pays, par exemple, comme l'Inde, qui est aussi important régionalement, internationalement.
Oui, sur les, je me permets de rebondir, mais sur les mouvements de colère, de contestation agricole dans toute l'Europe, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous observez les médias depuis longtemps. Moi, j'ai regardé hier une grande chaîne d'information en continu en France avec ce côté romantique et j'étais effaré parce que on connaît les cuisines, forcément, hein, on connaît les cuisines des rédactions. J'étais effaré de voir une journaliste fraîche, émoulue, sortie d'école, parce elle était dans mon école il y a encore quelques mois, couvrir ces manifestations et aller, la fleur au fusil, demander aux agriculteurs s'ils étaient contents de passer la nuit là, etc. Avec exactement ça, je n'avais pas mis de mots, mais c'est exactement ça, un côté très romantique, très romancé, euh, qui, euh, qui est assez gênant, en fait. Effectivement, quand on a suivi avec attention la crise des Gilets jaunes en France, ça peut être assez gênant parce que les médias, les journalistes en l'occurrence, renforcent la sensation que le combat des uns et des autres est légitime et ça occulte aussi les vraies choses qui peuvent se passer sur les tables de négociation en allant peut-être un peu trop romantiser les points de blocage. Pour vous, lorsque les journalistes couvrent ces faits, comment devraient-ils poser des questions? Alors, c'est une très bonne question que vous nous posez là, c'est pas tant un reportage isolé que une couverture en 24-24 du même sujet. Parce que voilà, à un moment donné, quand vous faites un flash d'information ou un journal ou une édition, votre sujet, il est contenu, il est hiérarchisé, il s'inscrit dans un tout. Quand vous êtes sur une chaîne d'information en continu ou une radio d'information en continu ou un média d'information en continu, je veux attaquer personne, mais en tout cas, c'est le process de l'information en continu se nourrit de lui-même et donc on a déjà parlé des principales mesures. Donc maintenant, on va parler de Jean Bernard qui a préparé des millefeuilles pour les agriculteurs pour qu'ils puissent tenir toute la nuit. Voilà. On arrive à parler du détail, du détail, du détail, du détail et à en parler toute la journée. Et ça, c'est pour moi un vrai problème. Donc peut-être en faire moins dans le breaking news et le breaking news continu pour parler finalement revenir à des éditions, à une hiérarchisation de l'information qui soit peut-être un peu plus à mon sens, raisonnable ou en tout cas un peu plus euh, moins centré ou moins accentué sur des sujets, ou en tout cas en faire trop sur certains sujets. Je reviens à vous, Monsieur Xavier, pour poser la question de savoir, c'est une affirmation de Jérémy Gilbert. Il est titulaire d'une chaire en stratégie des médias numériques à l'Université Northwestern. Il pense qu'en 2024, il faut aller au-delà des formats traditionnels d'articles, c'est-à-dire des formats comme la fameuse pyramide inversée. Il pense qu'il faut aller au-delà de l'information la plus importante à la moins importante. Et pour lui, il faut adapter le langage utilisé par le public plutôt que qu'adopter le langage traditionnel des médias. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Je reprends. Euh, Jérémy estime en fait qu'il faut aller au-delà, voilà, des formats traditionnels d'articles. Il faut revoir la façon dont on écrit l'article, la fameuse pyramide Oui, inversée. Est-ce qu'il bien faut sûr, bien considérer... sûr. Ouais. En réalité, je pense qu'on peut toujours innover, on peut toujours expérimenter. C'est comme ça qu'on trouve des nouvelles choses intéressantes. C'est le cas en musique, c'est le cas c'est le cas en sciences, c'est le cas dans tous les domaines. L'expérimentation, faire des choses en dehors des clous, ça permet de trouver de nouvelles manières intéressantes de faire les choses et potentiellement plus efficaces. Donc moi, je ne suis pas du tout contre, moi je ne suis pas un ayatollah, je ne suis pas contre qu'on fasse voilà, bah, justement plus la pyramide inversée, mais la pyramide normale. Reste que l'efficacité de la pyramide inversée est éprouvée, que ça reste une manière assez efficace de capter l'intérêt de la personne qui lit l'article, puis de lui faire comprendre qu'il y a un contexte plus large, etc. Donc c'est prouvé. Après, effectivement, moi, je reste assez fasciné par exemple, moi, je me suis beaucoup intéressé aux nouvelles manières de raconter l'information pour le revue des médias, notamment avec le format de la story.
Et je pense que ce genre de choses qui est un petit peu interactif, puisque l'air de rien, on met toujours un petit peu le doigt sur l'écran pour passer d'un article, d'un paragraphe à l'autre, je pense que c'est intéressant. Et avec, en fait, on sort pas tout à fait de la pyramide inversée. C'est une pyramide latérale. Je sais pas comment le dire autrement, mais je pense qu'en fait, en réalité, on peut expérimenter tant qu'on veut, mais on retombera d'une manière ou d'une autre sur des variations de la même chose. Parce que, peut-être que je me trompe totalement, hein, mais en fait, en fait, j'ai du mal à me représenter comment faire tout à fait autrement, enfin radicalement différemment. Je ne sais pas. Même quand vous faites une émission de radio, en fait, vous faites une pyramide inversée, même lorsque vous faites un podcast, même lorsque vous faites un reportage, d'une manière ou d'une autre, vous y revenez. Pas pareil à 100%, mais vous y revenez. Mais je ne demande qu'à être surpris. Hein. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Encore une fois, on ne va pas réussir à être en désaccord, hein, ça va être une catastrophe. La pyramide inversée, si on sort de la pyramide inversée, ça n'est plus du journalisme. Ça devient de la communication, ça devient de l'influence. Je vais reprendre la métaphore de la musique que vous utilisiez. On peut changer de genre musical, on peut changer de structure, d'instrument, de rythme, mais on reste sur les mêmes notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. En journalisme, c'est pareil. La pyramide inversée, bon, évidemment, ça a été prouvé, il y a peut-être d'autres choses, mais il n'y a rien de plus horripilant que découvrir qui sont les nominés. Voici 10 réalisateurs, le 8e va vous étonner. À mon sens, ça n'est plus du journalisme, c'est de la communication, c'est du feuilletonnage, c'est de l'influence, mais ce qui n'empêche pas d'innover, de trouver de nouveaux outils, de nouvelles manières de raconter, peut-être de feuilletonner, mais l'information la plus importante en premier, c'est aussi pour des gens qui sont de plus en plus sollicités, pour une audience qui est de plus en plus sollicitée, ce soir, est-ce que je regarde le journal, ou est-ce que je regarde Netflix, ou est-ce que je regarde Disney+, ou est-ce que je lis un livre, ou est-ce que je sors avec des gens, le moment d'information qui se rétrécit nous oblige quand même à informer les gens malgré eux. Alors peut-être par le biais de jeux, on a pensé il y a quelques années avec les jeux d'information, ce genre de choses, on n'a pas encore trouvé le Mario Bros de l'info, mais on a trouvé des fois des manières intéressantes d'approfondir des sujets sur des gestions de mines, des problèmes de forage, de forêt amazonienne, enfin voilà, par le biais du jeu et avec un côté interactif qui peut être intéressant. Mais je serais curieux de lire l'article de la Vraiment. personne dont vous parlez, parce qu'effectivement, comme toute pensée un peu iconoclaste, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Après, Je- pour rajouter quelque chose, par exemple, moi, je sais que de plus en plus, depuis quelques temps, je fais des articles à puce. Parce que ça permet, lorsque j'ai fait un article il y a quelques temps, c'était au moment du déclenchement de l'invasion russe en Ukraine, donc la dernière en date, il y a 2 ans. Euh, J'avais fait un article sur les sept mécanismes, enfin, comment dire, les 7 facteurs de médiatisation d'un conflit. Le fait que ce soit proche, géographiquement, etc. Si j'avais fait un article en pyramide inversée, ça aurait été très indigeste, ça aurait été compliqué. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des manières de présenter l'information différemment. Mais en réalité, c'est qu'en fait, c'est une somme de 7 petits articles dans le sens d'un seul article. Alors, la pyramide reste là, quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'était juste une réflexion comme ça en passant pour ajouter. Et c'est un éternel recommencement parce qu'on écrivait des articles à puce au tout début du web et dans certains magazines, ce qu'on appelait les articles pratico-pratiques, Ouais. dans lesquels on aimait bien mettre des puces parce qu'on écrit plus vite, on lit plus vite et on va directement à l'information. Et effectivement, il y a des sujets qui s'y prêtent parfaitement bien. Mais on reste dans un schéma d'information important, d'une clarté, d'une structure. Et à l'intérieur de vos puces, vous aviez l'information la plus importante en premier et le contexte derrière. Quand bien même quand on écrit des articles en 300 signes, des mini-chroniques ou des choses comme ça, des brèves, on a l'information importante et éventuellement une ligne de contexte. Bon, on n'en sort pas, ou en tout cas, on ne sait pas en sortir. Quelles sont les nouvelles manières que pourraient utiliser les médias aujourd'hui pour intéresser plus de public? On a le podcast qui est en vogue, très, très en vogue, et
Je remarque même ici en Afrique beaucoup de médias qui maintenant, ils publient un article sur le site web du média, l'article peut être lu, il y a la partie audio et on va vers des contenus audio, des contenus vidéo, ce sont de plus en plus prisés. Vous avez des grands médias, que ce soit le monde, qui sont aujourd'hui sur TikTok. Mais ma question, lorsque vous parlez d'approfondir les sujets, est-ce qu'il faut aller vers le journalisme long format tel qu'elle est pratiquée par Florence Aubenas en France ou quels sont les formats qui seront beaucoup plus prisés, Monsieur Eric? C'est encore une fois une très bonne question. Euh, le podcast, bon, moi j'en ai fait, hein, j'en ai fait un sur l'intelligence artificielle pendant 2 ans. C'est intéressant à faire, c'est un format léger qui est pas très Ah, coûteux, qui ne coûte pas cher à mettre en ligne et d'être distribué sur les plateformes. Euh, Après, il y a une forêt de podcasts, donc à voir qui l'écoute vraiment, et et il n'y a toujours pas de modèle économique. ah, Ça, il faut quand même se le dire. Si vous voulez faire de l'information avec un podcast, c'est super. Si vous voulez faire de l'argent avec un podcast, c'est un peu plus compliqué. Si vous voulez faire de l'argent avec un podcast d'information, c'est encore plus compliqué. Voilà. Quand on a des podcasts qui s'autofinancent, c'est intéressant. Les médias sur TikTok, oui, enfin sur TikTok, Instagram et autres, c'est intéressant pour capter de l'audience. Alors au départ, les médias pensaient que cette audience allait se diriger vers les médias traditionnels ensuite, un type Le Monde, ça donne envie de cliquer sur Le Monde, sur le site du Monde. On se rend compte que ça marche moyen, mais les médias font ça aujourd'hui surtout pour que le nom du média global, devienne un média de référence. Ce que fait Le Monde, ce que fait le Guardian, ce que fait le New York Times ne leur rapporte pas d'argent, ne leur font pas nécessairement gagner du lectorat, mais ça donne toujours un côté euh, renommé, ou en tout cas une présence accrue là où les gens sont. Le problème, c'est que avec ce genre de contenu qui est souvent très bien fait, très intéressant, ne donne peut-être pas aux gens l'envie de s'abonner parce qu'ils ont l'impression d'être déjà informés. Donc, en tout cas pour les médias payants. Je n'ai pas les chiffres là-dessus, mais il y a quand même un risque assez flagrant. Mais peut-être que pour ma fille de 15 ans qui regarde les réels du Parisien, du Monde ou autre, peut-être que quand elle sera indépendante et qu'elle n'aura plus les abonnements de ses parents, peut-être qu'elle se dira, je vais m'abonner à tel journal parce que il y a des années, je regardais, la marque m'intéresse, peut-être. Moi, je n'ai pas assez de recul là-dessus. Sur les stores, moi, je vois en tout cas dans les tendances un retour de la vidéo, un retour de la vidéo. Alors, la vidéo, d'abord, elle était courte, puis après, elle était longue, puis après, elle était sans texte, et puis après, elle était machin, puis maintenant, elle est enfin, elle était sans son, puis maintenant, il y a à la fois du son et c'est doublé. On se rend compte que les vidéos un peu plus longues font de l'engagement. Euh, bon, j'observe. Moi, je suis pas très client de la vidéo sur mon téléphone, mais c'est sans doute parce que je suis quelqu'un de l'écrit et je regarde les vidéos sur une télévision ou un écran d'ordinateur. Euh, mais je note en tout cas que la vidéo est de plus en plus consommée pour de l'information. Je prends acte. C'est certainement une des tendances qui va se poursuivre en 2024. Ça, c'est à peu près certain. Je suis assez d'accord sur la vidéo. Et ce que moi je vois, c'est qu'il y a une véritable culture de l'essai vidéo qui s'est développée, notamment via YouTube, avec des vidéos très longues, très construites. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, c'est pas, je pense, je le vois moi dans mon expérience, beaucoup de gens qui ont entre 15 et 30 ans qui regardent ce genre de contenu très long. Alors, est-ce que c'est là que les médias devraient aller? Ça prend du temps de faire de la vidéo, ça coûte cher, ça demande des gens qualifiés, compétents. Euh, donc, je ne sais pas si la vidéo longue, la vidéo essai, la vidéo longue forme est le meilleur endroit pour des médias s'ils veulent optimiser leurs revenus.
Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais en termes de, comment dire, en termes de transmission de l'info, la vidéo de long format, évidemment, est très intéressante. Moi, je crois aussi, et je le vois sur Twitter, enfin, X, et Insta et beaucoup de TikTok, c'est qu'il y a de plus en plus de journalistes qui font des petits récaps d'actu, des petits reportages, des face-cam où ils expliquent des sujets. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Alors, je ne sais pas si ça peut payer sur le long terme pour restaurer la confiance dans les médias chez les plus jeunes ou les amener à amener les spectateurs de ces vidéos à acheter de l'information, puisque c'est ça le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et avoir des médias qui peuvent gagner de l'argent avec leur contenu, ça leur permet de continuer à faire, alors du contenu, je n'aime pas ce terme, mais des vidéos, des articles, des reportages, etc. En fait, j'ai le sentiment, à force de travailler sur les médias, que aujourd'hui, beaucoup de médias sont tellement désespérés de trouver la solution pour leur permettre d'acquérir de l'argent et de plus être complètement en flux tendu financier, qu'ils sautent sur toutes les occasions. Ça a été Snapchat à un moment, ça a été Twitter, ça a été les réseaux sociaux divers et variés, ça a été Facebook. Et à chaque fois, il y a eu une déception. Parce que, effectivement, les médias ne sont jamais maîtres tout à fait des contenus qu'ils font, puisque à chaque fois, les plateformes ne leur appartiennent pas sur lesquelles ils diffusent. Donc, bon, c'est un débat qui est très complexe. Je pense que je n'ai pas réussi du tout à répondre à votre question, Elom. Ne m'en voulez pas. Il nous reste quelques petites minutes avant la fin de ce webinaire. Mais Xavier, vous qui observez un peu les médias, quelle autre tendance peut-on suivre cette année? Je suis bien en peine de vous répondre parce que les tendances, moi, j'avoue, j'ai beaucoup réfléchi à votre question parce que vous les avez envoyées par mail en toute transparence Ouais. avant aujourd'hui et j'avoue que les tendances auxquelles on peut regarder, moi, je pense que le stream, enfin, le Twitch, le stream, tout ce genre de choses, ça peut être intéressant pour les médias, ça peut être une manière intéressante, en tout cas là, je veux dire, pour les médias de diffuser de l'information. Qu'on soit des modèles économiques, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est des plateformes qu'il faut regarder parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent là-dessus et qui passent du temps là-dessus. Donc, c'est important. Mais même sur TikTok, puisque TikTok permet aussi de faire des streams. Mais peut-être qu'Eric saura mieux répondre que moi, parce que pour être tout à fait honnête, je pense que l'intelligence artificielle, si on voit ça comme une tendance, restera une des tendances 2024 en termes de débat, en tout cas, journalistique, sur l'utilité qu'elle peut avoir dans les rédactions et ainsi de suite. Oui, il va y avoir l'intelligence artificielle, évidemment le stream, la tendance de l'investigation. On voit que le public s'intéresse à cela. Les journaux classiques en font de plus en plus juste sur des pages dédiées, mais donc il y a des sites comme La Lettre A ou d'autres, Africa Intelligence et autres, qui ne fonctionnent que avec de l'investigation et des infos exclusives. Je pense que là, il y a quelque chose à faire, au-delà du bruit, d'avoir des informations à soi, c'est-à-dire d'avoir des informations qui sont propres. Euh, voilà, ce qui va avec le renforcement aussi du média engagé, du machin, etc. Mais d'avoir des informations que tout le monde n'a pas va être, je pense, ou devrait peut-être être un enjeu important pour qu'on ne soit plus comme, alors c'est encore un exemple franco-français, mais il y a 15 ans, on ne pouvait pas distinguer Le Point, l'Express et l'Obs qui faisaient systématiquement les mêmes unes chaque année. Et en se différenciant, aujourd'hui, Le Point bien à droite, l'Obs bien à gauche et l'Express où il peut, sont en tout cas achetés chacun, enfin quand ils sont achetés, en connaissance de cause. Ce qui explique aussi l'essor de journaux comme Politis ou Valeurs Actuelles, à l'extrême droite et à l'extrême gauche,
ou de journaux écologistes, de solutions, etc., ou des revues spécialisées dans les médias, parce qu'ils ont des informations que je ne retrouverai pas ailleurs dans le flot du gratuit. Donc, ce sera peut-être une tendance à suivre, notamment quand tout le monde va parler d'élections, d'avoir des journaux qui vous parlent de la marche du monde, de l'international. Voilà, on va peut-être avoir encore une plus grande fragmentation des médias au-delà du mainstream, voilà, qu'on entend, qu'on voit, et avec tout le monde qui vous fait les mêmes pushs et les mêmes informations. Voilà. Emmanuel Macron est arrivé en Inde, France Info le couvre, Le Monde le couvre, l'Express le couvre, machin, etc. France 2, TF1, enfin voilà, tout le monde le fait, Radio-Canada, tout le monde le fait. Et au-delà de ce bruit-là, peut-être qu'on va avoir des médias qui auront leurs propres informations, et c'est ceux-là qui tireront sans doute leur épingle du jeu. Eric, quel conseil offrirez-vous aux journalistes qui s'apprêtent à couvrir les élections cette année? Si un journaliste Euh, venait chez vous pour obtenir des conseils avant de se rendre sur le terrain, que lui alors, direz-vous? alors, quel que soit le terrain, je dirais protège-toi, parce que je tutoie les gens. Je dirais protège-toi, prends un VPN, change de mail, arrête avec Google. Ça, c'est la première chose. Ensuite, respecte les gens, respecte les sorties d'urne, respecte les gens qui votent et respecte les gens qui ne votent pas comme toi. Écoute-les. Voilà. Écoute les gens. C'est peut-être ce que je dirais en premier. Écoute ce qu'ils ont à te dire et tu comprendras pourquoi Bardella est Premier ministre. Mais au-delà de la boutade, si on écoutait un peu plus les gens, ce qui pour moi est sans forcément être trop dans un excès d'empathie ou dans un excès de certitude dans sa tour d'ivoire, ne serait-ce que écouter les gens, savoir comprendre ce qu'ils ont à dire et ne pas se centrer sur la meute journalistique et d'aller interroger toujours les mêmes personnes. Voilà, peut-être sortir un peu des clous, mais surtout, je dirais, protège-toi, fais attention parce que le journaliste énerve, le journaliste irrite, et cette irritation est palpable, et les menaces faites aux journalistes sont, hélas, pas seulement des menaces, parce qu'il y a des atteintes à l'intégrité, des atteintes à l'intégrité physique, à la réputation sur les réseaux sociaux. Donc, il y aurait un protège-toi et écoute les gens. Voilà. Nous avons une question d'une participante qui est basée en République démocratique du Congo, qui voudrait savoir comment vous envisagez l'avenir du métier avec l'intelligence artificielle. Euh, à qui est destinée la question, Elon? Est-ce que Eric répond d'abord? Est-ce que je réponds d'abord? Je peux me lancer si vous voulez. Euh, voilà, c'est le moment aussi de faire une petite pub sur le podcast Ex Machina, l'ère des algorithmes, que j'ai animé pendant 2 ans sur l'essor de l'intelligence artificielle et pas uniquement dans le journalisme. Euh, il y a beaucoup de débats que je qualifierais d'arrière-garde sur l'IA, mais parce qu'il y a une vraie méconnaissance, hein, c'est ce que vous disiez, Xavier. Je vais faire vite. L'IA est un outil au même titre qu'un marteau ou une ponceuse. Et avec un marteau, vous pouvez, si votre esprit est dérangé, frapper des gens, mais vous pouvez aussi construire une maison avec un marteau. Vous pouvez aussi arracher des clous en fonction du modèle du marteau et vous pouvez bâtir quelque chose avec. Euh, Moi, je crois que l'IA, et notamment les IA génératives, donc les IA de type ChatGPT ou de génération d'images, peuvent être un atout, peuvent nous dispenser en tant que journalistes d'un travail un peu fastidieux parfois, à condition de bien comprendre ce qu'est l'outil. ChatGPT génère du texte, mais ne génère pas du vrai. Par contre, ChatGPT a bien compris la pyramide inversée. ChatGPT peut vous faire un draft d'article, à vous ensuite de vérifier ce qu'il dit, hein, et faites un test, écris-moi un article en style journalistique sur le marché de l'immobilier à Paris en 2019. Vous allez avoir une structure d'article qui sera déjà faite. Vous aurez juste à vérifier un peu les chiffres qui seront sans doute faux et ensuite à trouver 3 interlocuteurs pour mettre vos interviews. Donc, un patron de la chambre des notaires, quelqu'un qui cherche à vendre un appartement, quelqu'un qui cherche à acheter. Et votre article, au lieu d'être fait en une journée, sera fait en une demi-journée parce que finalement,
le style d'écriture est tout à fait conforme et que l'essence du travail de journaliste n'est pas nécessairement l'écriture, mais la collecte, l'organisation de l'information. Donc, ça vous laissera peut-être plus de temps pour trouver de l'info. Hein, le nombre de journalistes qui écrivent comme leur pied n'est quand même plus à démontrer. Donc, finalement, se faire réécrire par ChatGPT, pourquoi pas? Après, ça pose des questions d'éthique, ça pose des questions de comment et de respect de confidentialité des données. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un outil qui peut être propice à l'arrivée d'un journalisme augmenté, mais tout comme l'arrivée de l'ordinateur a complètement changé le journalisme, le copier-coller par ordinateur a tout changé avec des articles. On a tous pris un bout de paragraphe qu'on avait écrit en fin d'article et qu'on a placé au début sans même y penser. Du temps de mes parents qui n'étaient pas journalistes, mais en tout cas de mes profs de journalisme, me racontaient et me montraient qu'ils écrivaient à la machine, qu'ils coupaient le papier et qu'ils le collaient, et qu'on m'a déjà montré des articles qui partaient à l'impression, qui n'étaient que des lambeaux de phrases remontés, démontés, changés et scotchés. Donc finalement, voilà. Et le style ChatGPT met aussi une pression aux journalistes parce que c'est un nouveau standard et aujourd'hui, on ne peut pas être moins bon en rédaction que ChatGPT. Donc ça ce sont des choses qui changent, mais je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, il faut s'en servir, il faut tester ses limites, comprendre le phénomène d'hallucination, c'est-à-dire ce moment où l'IA va raconter des grosses bêtises et des choses fausses, mais parce elle, it, n'en a pas confiance, n'en a pas conscience, et c'est à nous de vérifier ce qui a été généré. Moi, je suis entièrement d'accord avec Eric. J'enchaîne tout de suite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais effectivement, l'intelligence artificielle est un outil. Ce sont des outils emmagasinant de la mathématique et de la statistique qui prédisent, qui lisent ce que vous dites et qui prédisent ce qui vous conviendrait le mieux parce qu'ils sont éduqués comme ça, parce que c'est des outils qu'on entraîne sur des milliers de documents. Donc, ils ne créent pas vraiment, ils régurgitent en adaptant au mieux pour vous. Donc, si les entreprises estiment que ces outils-là, à ce jour, aujourd'hui, peuvent faire le travail du journaliste, ces entreprises mentent. Et elles s'arrangent avec la réalité pour, en fait, optimiser leur profit, encore une fois. C'est de mon point de vue, il y a pas, en fait, c'est très, très simple. Si une entreprise médiatique vous dit on va supprimer tous ces postes de journalistes pour les remplacer par des intelligences artificielles, c'est pas très sérieux. C'est vraiment pas très sérieux. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire une enquête. Peut-être qu'elle le sera dans le futur, je sais pas. On a tous vu Terminator et Blade Runner, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas faire confiance aux gens qui vous disent que l'intelligence artificielle va remplacer les journalistes totalement. C'est un mythe aujourd'hui. Vous voyez bien que nous avons excédé le timing qui est prévu, donc nous allons terminer avec des recommandations. Est-ce que vous aviez quelles recommandations feriez-vous aux journalistes qui nous suivent et qui voudraient mieux travailler, bien travailler en cette année? Que leur dites-vous? Ça c'est compliqué parce que moi-même, je me pose la question de ce que je pourrais faire pour mieux travailler, améliorer mes... Ah, en fait, c'est débile hein, ce que je veux dire. Mais moi, je pense que c'est important de lire, et lire pas que des choses journalistiques. C'est hyper important de sortir de sa zone de confort, de faire des choses, enfin, lire des choses qu'on ne lirait pas d'habitude, de penser contre soi. Moi, j'avoue que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma manière de penser l'information et de penser l'écriture d'articles, de lire des choses que je ne lirais pas en général et avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord intellectuellement ou politiquement. Après, moi, je vais vous avouer que une des choses qui m'a beaucoup aidé dans ma pratique journalistique aussi, c'est de faire beaucoup de sport. Ça me permet de beaucoup de déstresser de l'écriture, qui est un exercice qui, moi, reste très complexe à ce jour. Voilà. Et plus sérieusement, je pense qu'il faut essayer, je le répète beaucoup à mes étudiants, c'est de penser contre soi. Alors, ne pas penser que tout ce qu'on pense est nul ou non avenu et idiot, mais essayer de
non pas forcément être d'accord avec les gens avec qui on n'est pas d'accord, mais d'essayer de comprendre comment ils en arrivent là où ils sont arrivés. C'est pas on va pas forcément être d'accord avec eux à la fin, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est d'essayer de comprendre. Et je suis assez d'accord avec ce qu'Eric a dit tout à l'heure, de parler avec les gens et d'essayer de les comprendre. Si quelqu'un est foncièrement raciste face à vous, bon, il ne s'agit pas d'être d'accord avec lui, mais peut-être que derrière, il y a autre chose. Peut-être que derrière, il y a une peur de la société, une peur de la manière dont elle se construit, etc. Donc, essayez de comprendre les gens. Pas forcément les pardonner ou les excuser, mais essayer de les comprendre. De voir leur schéma de pensée plutôt. Nous restons sur toujours la même dynamique, les recommandations, Eric, pour terminer. Ben, moi, j'ai un peu l'impression d'avoir tout dit, mais informez-vous, ça c'est très très juste. Je voudrais répondre à la personne qui suit le webinaire et qui s'inquiète de l'arrivée des IA virtuelles à la présentation de journaux. Ne vous inquiétez pas parce que il va y avoir des essais, on va se rendre compte qu'en fait c'est nul et que c'est désincarné et que passer un effet de curiosité, ça ne marchera pas et on reviendra à des vrais gens pour incarner des journaux. On a besoin de plus en plus d'un journalisme différenciant. Donc, à partir de là, si on fait des choses standardisées, ça ne vaut pas le coup. Et je pense pas que, au-delà d'un, comment dire, au-delà d'un effet de mode, on reviendra à des journaux présentés par des humains ou des influenceurs humains. C'est pareil, on a créé des influenceurs avec l'IA, mais on se rend compte que passer un effet de curiosité, ça ne fonctionne pas. Ce sera exactement pareil. Donc oui, pensez contre vous-même, informez-vous. Parce que le meilleur remède contre la crainte, la peur, etc., c'est de s'informer, de se palucher comment on nourrit une IA, avec quelles données, avec quelle data, avec quel biais, et vous comprendrez bien comment tout ça fonctionne, et ça vaut aussi pour à peu près tous les sujets. Cela veut dire qu'il ne faut pas craindre de nouvelles suppressions de postes en cette année, Eric. Et moi, je ne suis pas. Alors, après, moi, je ne suis pas patron de presse. Heureusement, il y a des impératifs de marché, de court terme, de structures capitalistiques et autres. Et effectivement, quand il y a des... Alors là, je rentre dans un débat de café du commerce, mais quand on est sur de la gestion capitalistique à court terme, on va prendre les solutions les plus faciles de rentabilité. Si on veut préserver... Voilà, donc à ce compte-là, si je dois faire du court terme, oui, je vais supprimer 2 salaires et le remplacer par une IA, quitte à avoir des bénéfices à court terme. Mais oui, donc on peut le craindre parce que on peut craindre qu'on décide de supprimer les SR et de les remplacer par ChatGPT pour réécrire du texte. On peut le craindre, mais on se rendra compte à long terme que ça ne marchera pas. Tout comme on a supprimé les correctrices et les correcteurs et qu'on se rend compte qu'il y a des fautes d'orthographe sur les bandeaux des chaînes de télévision ou dans les quotidiens dits de référence. Donc voilà, c'est un problème. Qui n'est plus journalistique, qui est un problème capitalistique et de management. Et en tant que journaliste, en tant que salarié ou en tant que freelance, on les subit. Même en 2 heures, on n'aura pas épuisé le sujet. On continuera Oh toujours à non. discuter ouais, du journalisme, mais on va devoir s'arrêter là. Nous avons excédé l'heure de 15 minutes. Et pour cela, je me dois de vous dire vraiment merci pour votre patience, votre disponibilité. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire, de nous avoir accordé de vos temps et aussi d'avoir partagé ces ressources avec les journalistes. C'est important de démarrer l'année en sachant à quoi faut-il s'attendre, qu'est-ce qui va se passer dans ce métier. Et aussi, c'est important d'en discuter entre collègues journalistes. Alors, merci encore une fois pour ce précieux temps que vous nous avez accordé. Merci aussi à ces journalistes qui nous ont suivis. Nous écrirons un article qui sera un peu le résumé des interventions clés, le récap des interventions clés de nos deux panélistes qui sera publié sur le site du Réseau international des journalistes, qui est une organisation fondée par qui appartient en fait à notre organisation. C'est un site qui est en 8 langues et qui est destiné aux journalistes du monde entier. Et c'est un peu comme la revue des médias, mais pas exactement. Mais nous parlons aussi des mutations, nous offrons des bourses
Et c'est aussi un site d'opportunités pour les journalistes. Vous avez toutes les opportunités en 8 langues, les opportunités pour les journalistes, pour les médias et les annonces. Merci encore d'avoir participé à cette session. Moi, je pense que ce ne sera pas la première ni la dernière fois. L'échange était vraiment intéressant et je pense que nous aurons encore l'occasion de discuter toujours de ce métier qui nous passionne tous. Euh, je dis bonne fin de soirée, bonne fin d'après-midi, où que vous soyez. Merci encore et à la prochaine. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Oui, carrément. Merci surtout à vous. Au revoir.